Je ne sais pas de quoi parler. De la mort ou de l'amour? Ou c'est égal? De quoi? Nous étions jeunes mariés. Dans la rue, nous nous tenions encore par la main, même si nous allions au magasin. Je lui disais « je t'aime », mais je ne savais pas encore à quel point je l'aimais. Je n'avais pas idée. Nous vivions au foyer de la caserne des sapeurs-pompiers où il travaillait, au premier étage, avec 3 autres jeunes familles. Nous partagions une cuisine commune, et les véhicules étaient garés en bas au rez-de-chaussée. Les véhicules rouges des pompiers, c'était son travail. Je savais toujours où il était, ce qui lui arrivait. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit. J'ai regardé par la fenêtre. Il m'a aperçu. « Ferme les lucarnes et recouche-toi. Il y a un incendie à la centrale. Je serai vite de retour. » Je n'ai pas vu l'explosion, rien que la flamme. Tout semblait luire, tout le ciel. Une flamme haute, de la suie, une horrible chaleur. Et il ne revenait toujours pas. La suie provenait du bitume qui brûlait. Le toit de la centrale était recouvert de bitume. Plus tard, il se souviendrait qu'ils marchaient dessus comme sur de la poix. Ils étouffaient la flamme. Ils balançaient en bas avec leurs pieds le graphite brûlant. Ils étaient partis comme ils étaient, en chemise, sans leur tenue en prélard. Personne ne les avait prévenus. On les avait appelés comme pour un incendie ordinaire. 4 heures du matin. 5, 6. À 6 heures, nous avions prévu d'aller chez ses parents pour planter des pommes de terre. Il y a 40 kilomètres de la ville de Pripyat jusqu'au village de Sperich, où vivait sa famille. Semer, labourer, ses occupations préférées. Sa mère évoquait souvent comment ni son père ni elle ne voulaient le laisser partir pour la ville. Ils lui ont même bâti une nouvelle maison, mais il a été incorporé. Il a fait son service à Moscou dans les sapeurs-pompiers. Et quand il est revenu, sapeur-pompier, il ne voulait pas entendre parler d'autre chose. Elle se tait. Parfois, c'est comme si j'entendais sa voix, vivante. Même les photos n'agissent pas sur moi autant que sa voix. Mais il ne m'appelle jamais. Et en rêve, c'est moi qui l'appelle. 7 heures. À 7 heures, on m'a fait savoir qu'il était à l'hôpital. J'ai couru, mais la milice avait déjà isolé le bâtiment et il n'y laissait entrer personne. Seules les ambulances traversaient le barrage. Les miliciens criaient. Près des voitures, la radiation bloque les compteurs au maximum. Ne vous approchez pas. Je n'étais pas seule. Toutes les femmes avaient accouru. Toutes celles dont les maris se trouvaient dans la centrale cette nuit-là. Je me suis lancée à la recherche d'une amie médecin dans cet hôpital. Je l'ai saisie par sa blouse blanche lorsqu'elle est descendue de voiture. « Faites-moi passer !»« Je ne peux pas. Il va mal. Ils vont tous mal. » Je ne la lâchais pas. Juste jeter un regard. Elle me dit « D'accord, allons-y. Pour un quart d'heure, 20 minutes. » Je l'ai vue. Tout gonflé, boursouflé. Ses yeux se voyaient à peine. « Il faut du lait, beaucoup de lait, » m'a dit mon ami. « Qu'il boive au moins 3 litres. » Mais il n'en prend pas. Désormais, il en prendra. Nombre de médecins, d'infirmières et surtout d'aides-soignantes de cet hôpital tomberaient malades plus tard, mourraient. Mais alors, personne ne le savait. À 10 heures du matin, l'opérateur Chichenok rendit l'âme. Il fut le premier jour. Nous avons appris plus tard que le deuxième, Valera Kodemtchouk, était resté sous les décombres. On n'était pas parvenu à le dégager. Son corps a été noyé dans le béton. Mais nous ne savions pas encore qu'ils étaient tous les premiers. « Vasenka, que faire ?» lui demandai-je. « Pars d'ici, pars, tu vas avoir un enfant. » En effet, j'étais enceinte. Mais comment pouvais-je le laisser ? Lui, il me supplie. « Pars, sauve le bébé !» Je dois d'abord t'apporter du lait. Après, on prendra une décision. Ma copine, Tania Kibernok, arrive en courant. Son mari est dans la même chambre. Son père l'accompagne, il a sa voiture. Nous la prenons pour aller au village le plus proche acheter du lait. À environ 3 kilomètres de la ville,
On achète plusieurs bocaux de 3 litres remplis de lait, 6 pour en avoir assez pour tous. Mais le lait les faisait horriblement vomir. Ils perdaient sans cesse connaissance et on les plaçait sous perfusion. Les médecins répétaient qu'ils étaient empoisonnés au gaz. Personne ne parlait de radiation. Pendant ce temps, la ville se remplissait de véhicules militaires. Des barrages étaient dressés sur toutes les routes. Les trains ne roulaient plus, ni dans la région ni sur les grandes lignes. On lavait les rues avec une poudre blanche. Je m'inquiétais. Comment aller acheter du lait frais au village le lendemain ? Personne ne parlait de radiation. Seuls les militaires avaient des masques. Dans la rue, les citadins portaient le pain qu'ils achetaient dans les magasins, des paquets ouverts de petits pains. Des gâteaux étaient posés sur les étalages ouverts. Le soir, on ne me laissa pas entrer à l'hôpital. Une foule de gens s'entassait tout autour. Je me plaçai devant sa fenêtre. Il s'approcha et me cria quelque chose, si désespérément. Dans la foule, quelqu'un entendit qu'on allait les emmener à Moscou dans la nuit. Toutes les époules se rassemblèrent. Nous décidâmes de partir avec eux. « Laissez-nous rejoindre nos maris, vous n'avez pas le droit !» On se battait, on se griffait. Les soldats, des soldats déjà, nous repoussaient. Alors un médecin sortit et confirma le départ pour Moscou en avion. Mais nous devions leur apporter des vêtements. Les leurs avaient brûlé à la centrale. Les autobus ne roulaient plus et nous nous égayâmes à travers toute la ville en courant. À notre retour, chargé de sacs, l'avion était déjà parti. Ils nous avaient trompés exprès, pour nous empêcher de crier, de pleurer. La radio annonça que la ville allait être évacuée, probablement pour 3 à 5 jours. Prenez des vêtements chauds, des survêtements de sport, vous allez vivre en forêt, dans des tentes. Les gens s'en réjouissaient même. Une escapade dans la nature, on y fêterait le 1er mai, c'était tellement inhabituel. On préparait des chachliks pour le voyage. On emportait des guitares, des magnétophones. Seules pleuraient celles dont les maris avaient physiquement souffert. Je ne me souviens pas de la route. C'est comme si je n'étais revenue à moi qu'en voyant sa mère. « Maman, Vassia est à Moscou. On l'a emmenée dans un avion spécial. » Nous avons fini les semailles dans le potager et 1 semaine plus tard, on évacuerait le village. Qui savait ? Qui pouvait savoir alors ? Dans la soirée, j'étais prise de vomissements. J'étais enceinte de 6 mois et je me sentais si mal. Dans la nuit, j'ai rêvé qu'il m'appelait. Tant qu'il était en vie, il m'appelait dans mon sommeil. « Lucia, Lucienka !» Et après sa mort, il ne l'a plus fait une seule fois. Pas une seule fois. Elle pleure. Le matin, je me suis levée avec l'idée de me rendre à Moscou moi-même. « Où vas-tu aller dans ton état ?» pleurait sa mère. Nous avons également préparé les affaires de mon beau-père pour le voyage. Il retira l'argent qu'il avait dans la caisse d'épargne, tout leur argent. Je ne me souviens plus du voyage non plus. Le chemin est également sorti de ma mémoire. À Moscou, nous avons demandé au premier milicien venu dans quel hôpital se trouvaient les sapeurs-pompiers de Tchernobyl, et il nous l'a dit. Hôpital numéro 6, à Tchouchkinskaya. C'était un établissement radiologique spécial, et l'on n'y pouvait entrer sans laisser passer. Je donnai de l'argent à la gardienne et elle me dit « Vas-y ». Il me fallut encore quémander et supplier d'autres personnes. Finalement, je me retrouvai face au chef du service radiologique, Angelina Vassilievna Kousovska. Je ne connaissais pas encore son nom, je ne retenais rien. Je savais seulement que je devais le voir. Elle me demanda aussitôt « Avez-vous des enfants ?» Comment pouvais-je le lui dire ? Je comprenais déjà combien il était important de taire ma grossesse. Sinon, cette femme ne m'aurait pas laissé le voir. Heureusement que j'étais maigre et qu'on ne devinait rien. « Oui, » répondis-je. « Combien ?» Je me dis, je dois lui dire que j'en ai 2. Pour un seul, elle ne m'autorisera quand même pas à entrer. Un garçon et une fille. Si tu en as 2, tu n'en auras probablement plus d'autres. Maintenant, écoute. Le système nerveux central et la moelle osseuse sont entièrement atteints. Ce n'est rien, pensai-je. Il va devenir un peu nerveux. Écoute encore. Si tu pleures, je te renvoie tout de suite. Il est interdit de s'embrasser et de se toucher. Ne pas s'approcher. Tu as une demi-heure. Mais je savais que je ne partirais plus. Si je partais, ce ne serait qu'avec lui.
Je me fis ce serment. J'entrai. Ils sont assis sur un lit, jouant aux cartes et riant. « Facia !» lui crie-t-on. Il se retourne. « Je suis perdu, les gars. Même ici, elle m'a retrouvé. » Il est tellement drôle. On lui a donné un pyjama de taille 48 alors qu'il lui faudrait un 53. Les manches sont trop courtes. Les jambes du pantalon sont trop courtes. Mais l'œdème sur son visage a déjà disparu. On leur a administré une perfusion pour cela. Je lui demande. « Et où donc as-tu disparu si soudainement ?» Il veut m'embrasser. « Reste assis. » Le médecin le retient loin de moi. On ne s'en lasse pas ici. Nous avons tourné cela à la blague, et tout le monde a accouru, y compris des autres chambres, tous les nôtres, ceux de Pripyat. Et c'était 28 à avoir pris l'avion. Que se passait-il là-bas, chez nous, à la ville ? Je réponds que l'évacuation a commencé et que la ville va être évacuée de 3 à 5 jours. Les hommes se taisent, mais il y a là 2 femmes également. L'une d'elles était de garde au contrôle de la centrale le jour de l'accident et elle se met à pleurer. « Mon Dieu, mes enfants sont là-bas. Que deviennent-ils » J'avais envie de rester seule avec lui, même seulement 1 minute. Les autres le sentirent, et chacun inventa une excuse pour sortir dans le couloir. Alors je l'enlaçai, l'embrassai, et s'écarta. « Ne t'assieds pas près de moi, prends une chaise. » « Mais ce n'est rien. » Je fis un geste de dérision avec le bras. « As-tu vu où s'est produite l'explosion ? Qu'est-ce que c'était ? Vous étiez les premiers à arriver. » « C'est certainement un sabotage. Quelqu'un l'a fait exprès. Tous nos gars sont de cet avis. » C'est ce qu'on disait alors, ce qu'on pensait. Le lendemain, à mon arrivée, ils étaient déjà séparés, chacun dans sa chambre. Il leur était catégoriquement interdit de sortir dans le couloir, d'avoir des contacts entre eux. Ils communiquaient en frappant les murs, point, trait, point, trait. Les médecins avaient expliqué que chaque organisme réagit différemment aux radiations et que ce que l'un pouvait supporter dépassait les possibilités de l'autre. Là où ils étaient couchés, même les murs bloquaient l'aiguille des compteurs. À gauche, à droite et à l'étage en dessous. On avait dégagé tout le monde et il ne restait plus un seul malade, personne autour d'eux. Pendant 3 jours, je logeais chez des amis à Moscou. Ils me disaient « Prends la casserole, prends la cuvette, prends tout ce dont tu as besoin. » Je faisais du bouillon de dinde pour 6 personnes, nos 6 gars, les sapeurs-pompiers de la même équipe. Ils étaient tous de garde cette nuit-là. Vashchuk, Kibenok, Titanok, Pravik, Titchoura. Au magasin, je leur ai acheté du dentifrice, des brosses à dents et du savon. Il n'y avait rien de tout cela à l'hôpital. Je leur ai aussi acheté de petites serviettes de toilette. Je m'étonne maintenant du comportement de mes amis. Ils avaient sûrement peur. Ils ne pouvaient pas ne pas avoir peur. Des rumeurs circulaient déjà. Et pourtant, ils me proposaient quand même. « Prends tout ce qu'il te faut, prends. Comment va-t-il ? Comment vont-ils tous ? Est-ce qu'ils vivront ?» Vivre. Silence. J'ai rencontré alors beaucoup de gens bien. Je ne peux pas me souvenir de tous. Le monde s'est rétréci jusqu'à un point, s'est contracté, lui seul. Je garde en mémoire une aide-soignante âgée qui m'expliquait « Il y a des maladies qu'on ne peut pas traiter. Il faut s'asseoir près du malade et lui caresser les mains. » Tôt le matin, je fais le marché près de chez mes amis, puis je cuisine le bouillon. Il faut tout passer au tamis, haché menu. Quelqu'un m'a demandé « Apporte-moi une pomme. » Avec 6 bocaux d'un demi-litre, toujours pour 6, à l'hôpital. J'y reste jusqu'au soir, et le soir je retourne à l'autre bout de la ville. Combien de temps aurais-je tenu ? Mais 3 jours plus tard, on me proposa de loger dans la résidence des médecins, dans l'enceinte de l'hôpital. Mon Dieu, quel bonheur ! Mais il n'y a pas de cuisine là-bas. Comment vais-je leur faire à manger ? Vous n'avez plus à cuisiner. Leurs estomacs ont cessé d'accepter la nourriture. Ils changeaient. Chaque jour, je rencontrais un être différent. Les brûlures remontaient à la surface, dans la bouche, sur la langue, les joues. D'abord, ce ne furent que de petits chancres, puis ils s'élargirent. La muqueuse se décollait par couches, en pellicule blanche. La couleur du visage, la couleur du corps, bleu, rouge, gris-brun. Et tout cela m'appartient. Tout cela est tellement aimé. On ne peut pas le raconter, on ne peut pas l'écrire. Je l'aimais. Je ne savais pas encore à quel point je l'aimais. Nous étions jeunes mariés.
Nous sortons dans la rue, il m'attrape par les mains et me fait tourner. Et il m'embrasse. Les gens passent, tout le monde sourit. Le pronostic du mal aigu des rayons est de 14 jours. L'homme meurt en 14 jours. Le premier jour à la résidence, les dosimétristes m'inspectèrent. Mes habits, mon sac, mon portefeuille, les chaussures, tout brûlé. On me prit tout aussitôt, même les sous-vêtements. On me laissa seulement l'argent. En échange, on me donna un peignoir de l'hôpital, taille 56 et des chaussons du 43. Peut-être vous rendra-t-on vos habits et peut-être pas, car il est probable que l'on ne pourra pas les nettoyer, me dit-on. C'est dans cet accoutrement que j'apparus devant lui. Il eut peur. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as ?» Je m'évertuai quand même à faire du bouillon. Je plongeai une résistance électrique dans un bocal de verre pour y faire bouillir de l'eau et j'y jetai des morceaux de poulet, de minuscules morceaux. Puis quelqu'un me donna une petite casserole, une femme de ménage ou une réceptionniste de la résidence, je crois. Quelqu'un d'autre me fournit une petite planche sur laquelle je coupais du persil frais. Je ne pouvais pas aller au marché dans les vêtements de l'hôpital. Alors quelqu'un m'apportait ses herbes. Mais tout était vain et ne pouvait même pas boire ou gober un œuf cru. Et je voulais tellement lui procurer une gourmandise quelconque, comme si cela pouvait t'aider. J'ai couru jusqu'au bureau de poste. « Les filles, demandai-je, je dois téléphoner d'urgence à mes parents, à Ivano-Frankovsk. Mon mari est en train de mourir ici. » Elles ont, je sais comment, compris d'aussitôt d'où je venais et qui était mon mari, et elles ont établi la liaison en un instant. Le jour même, mon père, ma sœur et mon frère prirent l'avion pour Moscou. Ils m'apportèrent des affaires, de l'argent. Le 9 mai. Il m'a toujours dit « Tu ne peux pas t'imaginer comme Moscou est beau, surtout le jour de la victoire, avec les feux d'artifice. Je veux que tu vois cela. » Je me suis assise près de lui. Il a ouvert les yeux. Fait-il jour ou nuit ? Il est 9 heures du soir. Ouvre la fenêtre. Les feux d'artifice commencent. J'ai ouvert la fenêtre. Au 7e étage, la ville entière s'étalait devant nous. Un bouquet de feux jaillit dans le ciel. Ça alors. J'ai promis de te montrer Moscou. J'ai promis de toujours t'offrir des fleurs à toutes les fêtes. Je tourne la tête. Il fait surgir 3 œillets dissimulés sous son oreiller. Il avait donné de l'argent à une infirmière pour qu'elle les achète. Je bondis vers lui, lui donne un baiser. Mon unique, mon amour. Il me gronde. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit ? Il ne faut pas m'enlacer, il ne faut pas m'embrasser. On ne me le permettait pas. Mais je le relevais et le faisais s'asseoir. Je changeais ses draps. Je lui donnais le thermomètre et le lui reprenais. Je lui apportais le bassin et le lui enlevais. Et pour cela, personne ne me disait rien. C'était bien que cela se passât dans le couloir et pas dans sa chambre. Ma tête se mit à tourner. J'agrippai le rebord de la fenêtre. Un médecin passait. Il me prit la main et soudain... « Vous êtes enceinte ?»« Non, non. » J'avais tellement peur que quelqu'un ne nous entende. « Ne me mentez pas, » soupira-t-il. J'étais dans un tel désarroi que je n'eus pas le temps de lui demander quoi que ce fût. Le lendemain, on m'appela chez la responsable. « Pourquoi m'avez-vous trompé ?» Je n'avais pas le choix. Si j'avais dit la vérité, vous m'auriez renvoyé chez moi. Un pieux mensonge. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Mais je suis avec lui. Toute ma vie, je serai reconnaissance à Angelina Vassilievna Kouskovska. Toute ma vie. D'autres épouses étaient venues, mais on ne les avait pas laissées entrer. Les mères étaient avec moi. La mère de Volodia Pravik implorait Dieu sans cesse. « Prends-moi à sa place !» Un professeur américain, le docteur Gall, il a procédé à une greffe de moelle osseuse. Il me consolait. Il existe un espoir petit, mais un espoir quand même. C'est un organisme tellement puissant, un gars tellement fort. On convoqua tous ses proches. Ses 2 sœurs arrivèrent de Biélorussie, son frère de Leningrad où il faisait son service militaire. La cadette Natacha avait 14 ans. Elle pleurait beaucoup et avait peur, mais c'était sa moelle, à elle, qui convenait le mieux. Silence.
Je peux en parler maintenant. Avant, je ne pouvais pas. Pendant 10 ans, je me suis tue. 10 ans. Silence. Quand il a appris qu'on allait prendre la moelle de sa sœur, il refusa catégoriquement. Mieux vaut que je meure. Ne la touchez pas. Elle est petite. Sa sœur aînée, Lyudia, qui avait 28 ans, infirmière elle-même, elle comprenait les risques qu'elle prenait. Qu'ils vivent, accepta-t-elle. J'ai vu l'opération. Ils étaient allongés côte à côte sur les tables. Il y a une grande fenêtre dans le bloc. L'intervention a duré 2 heures. Quand ce fut fini, Lyudia allait plus mal que lui. Elle avait 18 ponctions dans la poitrine et sortit difficilement de l'anesthésie. À ce jour, elle est encore malade. Elle a une invalidité. C'était une jolie fille, forte. Elle ne s'est pas mariée. Et moi, je me démenais alors entre leurs 2 chambres, de chez lui à chez elle. On ne l'avait pas remis dans une chambre ordinaire, mais dans une pièce pressurisée, derrière une toile transparente, et il était interdit d'y pénétrer. Il y avait des appareils spéciaux pour faire des piqûres ou introduire un cathéter sans entrée. Mais tout n'était retenu que par des bandes velcro ou des loquets, et j'appris à m'en servir, à les desserrer et à me faufiler près de lui.